Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Et alors, il me dit ça, et le deuxième thème, c'était, alors là, expérience de Danone. Je me dis, l'industrie agroalimentaire. On l'a appelé la grande bouffe. Je me dis, on va aller dans les usines, on va expliquer comment se fabriquent les produits de grande consommation, comment ils se vendent dans les hypermarchés, et on va raconter ça. Et ça, c'est un thème très grand public. Et je me souviens, la grande bouffe, on fait une émission, super émission en tout cas, très amusante à faire. Et le lundi matin, on a les audiences. Et ça, je m'en souviens comme si c'était hier. À l'époque, je vais à M6, cours Albert Ier, mes bureaux étaient rue Bayard, je vais à M6 à 9h02. Et alors, je sais pas, il y avait une pièce où on voyait les audiences médiamétriques qui tombaient. Il y avait Thomas Valentin à l'époque, qui n'était pas encore le directeur des programmes, qui était déjà très important dans le dispositif, qui a été le binôme de Nicolas, pour construire toute la chaîne et la grille, avec Jean Drucker aussi au début, qui était un président d'M6 formidable. Bref. Et là, les audiences tombent, et je vois 17% de part de marché. 17%. J'ai cru qu'il y avait une erreur de médiamétrie. Je suis devenu fou, comme si j'avais gagné la Coupe du Monde. Je me suis en courant, parce que mes équipes m'attendaient rue Bayard. Et je suis revenu, conférence de rédaction le matin, en courant, 17%, on avait fait, alors qu'à l'époque, M6 faisait 7-8%. Mais comment tu peux passer, et là, je veux dire, techniquement, tu vois, en fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est donc du direct. Alors t'as des magazines qui vont mettre l'émission, des magazines télé. Mais les gens, ils zappaient, ils accrochaient. Ce qui est difficile, c'est de te dire, normalement, pour passer de 6-7 à 17, faut installer un truc et que les gens viennent, et arrivent. Comment tu réussis à hooker d'un coup? Eh ben, je crois que ça a été une grande leçon, c'est que le thème jouait beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait, de manière assez latente, une envie de regarder ce magazine qui était très nouveau. Mais les gens choisissaient l'affiche. C'est comme un match de foot. Quand vous avez France-Brésil en finale de la Coupe du Monde, eh ben vous allez faire des millions de téléspectateurs. Et quand vous avez France-Île Féroé en qualificatif, vous en allez faire 4 fois moins. Donc c'est l'affiche qui faisait la différence. C'est-à-dire que Capital déjà avait, parce que ça faisait déjà 3-4 ans qu'on avait chauffé un peu la salle avec le magazine sur un quart d'heure, puis une demi-heure le vendredi, etc. Donc quand on est arrivé en prime time, la marque était super marque, les gens avaient repéré Capital. Et ensuite, ils choisissaient l'affiche. Et l'affiche sur la presse, ça les intéressait pas. Ouais. Et la grande bouffe, 17. Et là, on s'est dit, mais c'est fou. C'est-à-dire qu'on a un magazine qui peut être deuxième chaîne derrière TF1. Là où l'époque M6 c'était la dernière chaîne du PAF. Et je pense, et alors après, on a fait encore mieux. On a fait un jour, quand je racontais tout à l'heure les fonds secrets de l'État, un jour on a fait une émission sur les coulisses de l'État, l'argent public, etc., avec un reportage notamment sur les fonds secrets de l'Élysée. Et ce magazine-là, je me souviens, on avait fait 25%. Mais c'est des chiffres qu'on fait plus aujourd'hui sur M6. Mais il faut dire qu'à l'époque, il y avait que 4-5 chaînes. Le paysage était beaucoup moins fracturé qu'il ne l'est aujourd'hui. 25%. Et puis parfois, on prenait des flops sur des thèmes qui intéressaient moins. Donc c'était l'affiche. Et ça a prouvé le potentiel. Et on s'est lancé, et après tous les 15 jours, et ça a été une aventure fantastique. Quelles sont les affiches, j'imagine, que tu fais revenir, parce que qui fonctionnent toujours, ou les mieux? Ah ben oui, il y a des affiches. Alors, moi, je dis souvent, parce que vous savez, les journalistes, parfois, ils disent, mais on l'a déjà fait. Je dis, mais non, attends, on l'a fait, les choses ont changé. Les hypermarchés, la grande distribution, ça passionnait les gens, parce que il faut suivre les révolutions aussi de la consommation, il faut suivre, et puis il y avait des enquêtes, parfois aussi, sur des sagas qu'on faisait, sur des choses. Donc, on était porté par une intuition assez forte, et par aussi, un flair sur les sujets, une curiosité. Je me souviens un jour, un journaliste de Capital, Nicolas Valode, revenait de vacances au Maroc et il me raconte que c'était des années au Maroc, qu'il avait loué un riad pour pas très cher et je lui dis mais attends c'est dingue. Il me dit mais non mais je pense qu'il va y avoir un boom de l'immobilier les riads au Maroc. Tu repars faire un reportage et donc on avait fait une émission sur l'immobilier je sais pas, et on avait fait l'Eldorado des riads au Maroc et là je me souviens les gens venaient en salle de montage, regardaient, tiens bon mais c'est dingue et le reportage a fait un très gros score et surtout après
Il y a des gens qui m'ont dit, ce reportage de Capital, parce que je crois que Capital était reçu aussi au Maroc, a joué beaucoup dans l'éclosion de formes d'immobilier là-bas. Donc, c'est vrai que voilà, on était porté par nos curiosités, par nos rencontres. On voyait beaucoup de gens aussi pour essayer de comprendre ce qui, dans l'économie, pouvait raconter des choses nouvelles. Alors, c'est souvent comme ça dans la presse. Hein. Vous avez ce qu'on appelle les marronniers, des sujets qui intéressent. Mais dans les tiens, les vôtres, c'était lesquels donc? Alors, IMO. C'est vrai que tous les sujets qui étaient très. Faut pas oublier une chose, c'est que la télé, c'est un média très grand public. Donc, et c'est un média gratuit. Donc, ça touche tout le monde. C'est un média populaire, la télévision. Populaire dans le très bon sens du terme. Donc, il faut intéresser tous les publics. Donc, moi, c'est vrai que je cherchais toujours à prendre des sujets qui allaient intéresser un très large public. Et sur chacun de ces sujets, avec mes équipes, je m'efforçais d'aller identifier les enjeux, les problématiques, les personnes qu'on allait suivre dans les reportages qui allaient incarner ces enjeux, ces problématiques, pour essayer de rendre cette information à la fois passionnante, compréhensible, et qu'on apprenne des choses et qu'on fasse grandir un peu les téléspectateurs dans leur connaissance de ces sujets. Donc il y avait une exigence éditoriale qui était forte en cherchant des sujets qui allaient intéresser le public. Donc l'immobilier, ça intéressait beaucoup. Tous les sujets de grande consommation intéressaient beaucoup. Ce qui était déjà très intéressant aussi et qui disait quelque chose de ce qu'il y a dans les germes du pays finalement, c'est que les success stories d'entrepreneurs intéressaient aussi. Parce que je crois qu'on est dans un monde où les gens ont envie de se réaliser. Moi, je pense que un des problèmes de la France, c'est que l'ascenseur social fonctionne très mal. Moi, j'ai eu la chance de naître dans une famille où j'ai été à la fois très entouré par des parents très aimants qui nous ont laissé une grande liberté dans ce qu'on a voulu choisir de faire. Quand j'ai dit à mes parents que j'allais être journaliste, ils s'attendaient pas du tout à ça. Ils m'ont dit, mon chéri, si c'est ce que t'aimes, voilà. Mais sois un très bon journaliste. Il y avait aussi une exigence, mais pas du tout de pression. Mais c'était bon, c'est bien d'avoir un peu d'exigence. Mais donc j'ai eu cette chance-là de pouvoir faire des bonnes études, de pouvoir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans une société très fracturée, je trouve qu'à la différence d'autres pays comme les États-Unis qui ont plein d'autres défauts, hein, mais l'ascenseur social marche pas bien du tout. Et aujourd'hui, pour réussir, souvent c'est soit dans le sport, soit dans soit. Alors il y a toute la mode des influenceurs, des youtubeurs, etc. Bon, ça c'est pas, à mon avis, c'est des réussites pas forcément très durables, hein, mais ça peut permettre à un moment, voilà, soit entrepreneur. Et donc moi je pense que enfin moi j'adore, j'ai choisi de l'être. À 37 ans, 12 ans après être rentré à M6, j'ai choisi de quitter M6 d'une situation de salarié, alors là pour le coup qui était devenue confortable. Je gagnais. T'es salarié M6, toi? Ah j'étais salarié, je gagnais bien ma vie. J'étais même au comité de direction parce que j'avais remplacé Patrick de Carolis à la direction de l'information. Donc au-delà de Capital, je gérais aussi toute l'information d'M6, c'est-à-dire les journaux, les 6 minutes à l'époque, les 6 minutes dans les régions, parce qu'on avait des décrochages locaux dans les grandes villes, les grandes métropoles françaises. Je gérais donc la rédaction, le 6 minutes, et puis les magazines d'information, Capital bien sûr, mais aussi Zone Interdite. Il y avait un magazine sur le droit que Laurent Delahousse avait incarné à ses débuts, de quel droit, enfin des magazines. Et donc, je gérais les magazines d'information d'M6, j'étais au comité de direction et j'avais un statut de cadre important d'une chaîne, indépendamment de l'antenne, où j'étais aussi tous les dimanches soirs, enfin un dimanche sur deux à l'antenne. Mais la partie d'antenne, d'ailleurs je dis ça, souvent c'est ce qui était visible pour les gens, mais c'était 5% de mon temps de travail. C'est-à-dire que dans mes journées, si vous voulez, je passais mon temps à travailler la fabrication de Capital, la fabrication des magazines avec les équipes de Zone Interdite, toute l'information avec les équipes de l'information quand je dirigeais l'information, et la partie présentation de Capital, ça me prenait 4 heures tous les 15 jours, 2 heures pour préparer les plateaux et 2 heures pour les enregistrer. Et les gens pensaient que je ne faisais que ça.
c'est comme un patron de presse qui écrit l'éditorial, qui fabrique Étienne Jarnel quand il fabrique Le Point. Voilà, il écrit son édito, très bon édito, et son édito, ça lui prend peut-être 2 heures, 3 heures, mais le reste, c'est de fabriquer le journal. La grande différence, c'est que toi, t'étais méga connu, non? Parce que la télé a un truc aujourd'hui que beaucoup de choses, même sur le web, il y a des silos. Tout est silo, tout est siloté. Toi, toute la France te connaissait. Faut peut-être pas exagérer, mais enfin, c'est vrai que la télé donne une exposition très forte. Et à l'époque, Capital était une émission très, et toujours d'ailleurs très appréciée. Je me souviens qu'il y a des sondages où j'étais parmi les animateurs préférés des Français, avec des unes de journaux, avec des affiches même parfois, parce que M6 faisait des campagnes. Oui, donc, je me souviens, ma mère a failli avoir un accident un jour parce qu'elle était en voiture et puis il y avait un cul de bus où il y avait une affiche avec moi, etc. Elle allait rentrer dedans en disant « Oh, mon fils !» Donc c'est vrai qu'il y a cette médiatisation. Mais cette médiatisation, alors évidemment, elle m'a apporté une notoriété à l'époque. Et elle m'a apporté le fait qu'aujourd'hui, des gens, quand je passe, quand vous savez, quand vous prenez l'avion, et que vous passez les portiques, les machins, etc., je vois dans les douanes qui me disent « Mais qu'est-ce que vous faites maintenant ?» Parce qu'ils ont l'impression que je suis au chômage, parce qu'ils me voient plus. Bon, alors que j'en fais 10 fois plus.